Donc, bonjour docteur Bouchette, Bonjour. nous sommes ravis de vous avoir parmi nous à Chivero Televista, d'avoir réussi à décrocher une interview. Et nous sommes ici face à Joa Mendy. On voudrait que vous nous parliez un petit peu. Et Carchila Et Carchila, pardon. Carchila aussi. C'est les trois montagnes qu'il y a, qu'on voit bien entre la Coura et le Pic de Rhin. Il y a trois sommets qu'on voit bien, qui sont à peu près tous à 1800 mètres. Il y a Carchila, Chardeco et Ochogorigane, là-bas. Voilà. Tiens, on a de la visite. Ah ben oui. C'est mon chien qui vient voir ce que je fais. Il est un peu jaloux. Hein? C'est toi. Et donc ici, vous avez passé, je suppose, une grande partie de votre vie avec beaucoup de souvenirs et de... Oui. Ici, c'est la maison qu'on habite en famille, qu'on habite depuis 1971, à la naissance de mon troisième. On était venu ici pour novembre, il y avait encore des vitres cassées, il faisait très froid. Et après, on a arrangé petit à petit, ça s'est arrangé. Et c'est un coin que je trouve joli. Hein. Ah oui, c'est magnifique. Regardez, c'est beau. Magnifique. Voilà, c'est un très joli coin où j'ai toujours vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. Ouais, 10 ans. Après, j'étais parti faire des études, on les faisait loin. D'abord à Moléon, j'ai trouvé que c'était très très loin. Et après, Bayonne, encore plus loin. Enfin, c'est jusqu'au bac, et après, voilà. Et, mais on revenait ici très, très souvent avec les enfants pour les vacances. Vous êtes très attaché à la région. Terriblement. C'est-à-dire que je ne sais pas si je suis attaché, mais je suis de la région. Je suis vraiment de la région. Alors j'ai un peu émigré, je suis passé un peu à l'ennemi, chez les Béarnais, mais bon, mais c'est pas très loin quand même, je reviens assez souvent. Mais ici, je me sens très très bien. Je me sens, enfin la Haute-Soule, c'est vraiment un endroit que je connais un peu. Mais bon, il y a des gens qui connaissent mieux, hein, qui y vivent, ils sont plus courageux que moi, qui suis parti. Parce qu'ils y vivent, ils y sont, ils sont encore beaucoup plus attachés à ce coin. Voilà. C'est pour ça que j'étais surpris que vous me demandiez de faire un petit entretien à la télévision. Parce qu'en fait, je trouve qu'il y a des gens qui sont sûrement beaucoup plus intéressants, beaucoup plus emblématiques, j'allais dire, de la Soule que moi. Mais bon, ça me fait plaisir. Vous ne connaissez peut-être pas la portée que... Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je m'étais dit qu'en fait, ça me permettrait de faire une chose que je vais faire tout de suite, d'ailleurs, c'est de remercier tous les gens qui sont venus me voir et pour lesquels je suis très redevable, ouais, émotionnellement redevable, d'être venu me voir. Vous avez beaucoup de patients qui sont sous le thème, qui sont restés beaucoup, enfin je trouve. Fidèles, oui. Oui, beaucoup en fait. Je ne sais pas trop combien, je n'ai jamais fait les comptes, mais c'est vraiment, il me semble qu'il doit bien y avoir moins 1 sur 4 qui viennent de Soule. Et quand je vois qu'il y a des gens qui viennent de Saint-Engrâce, de la Roue, moi ça m'épate toujours. Je suis abasourdi. C'est marrant, et quand on discute avec les gens de vous, de vos pratiques, etc., ils disent souvent que vous soignez autant le parent que l'enfant. Et alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire de ça? Oui, c'est bon. Oui, je crois que c'est un ensemble. Hein. L'enfant, c'est l'émanation des parents. Donc en fait, on peut dire des choses à un enfant, ça dépend de son âge. Hein. Il comprend peut-être une intonation. Tout petit, il ne comprend pas ce qu'on lui dit, mais il comprend le regard, le sourire, le geste, la mélodie de ce qu'on lui dit. Donc ça lui suffit. Mais après, pour des choses plus précises quand même, il faut quand même médiatiser ce qu'on dit par les parents et qui sont là tout le temps. Moi, je les vois une demi-heure, et les parents les voient à la durée. Donc en fait, je suis là pour parler aux parents, pour les rassurer, parce que très souvent, il y a une sorte d'inquiétude de la part des parents, des questions qui se posent, auxquelles je peux encore un peu répondre. Ils se mettent beaucoup de pression, les parents, ils veulent être parfaits. Comment ça se fait beaucoup trop. Beaucoup trop. Ouais. On n'est pas parfait. Ben oui. Je crois qu'il faut accepter nos défauts,
il faut vivre avec, il faut que les enfants les connaissent. Et je dis toujours qu'en fait, les enfants, il faut qu'ils apprennent aussi l'injustice. Et ils apprennent beaucoup mieux, elle est mieux acceptée si c'est les parents qui sont injustes que s'ils apprennent de l'extérieur. Parce qu'ils seront obligés d'apprendre un jour de l'extérieur, ça risque d'être plus douloureux. Et qu'avec les parents, après ça passe. Voilà. Ça déculpabilise beaucoup, ça c'est bien. Oui, je crois qu'en fait, il faut que les parents, ils arrivent inquiets et ils repartent rassurés. D'accord. Et l'enfant va s'en retrouver beaucoup mieux, quoi. Et ce que je trouve, c'est que, comment dire, avant, les gens ne se posaient pas trop de questions, étaient plus optimistes, étaient plus tranquilles. Maintenant, moi, je vois beaucoup de mères qui rentrent, l'air soucieux. Alors je pose toujours la question, alors ça s'est bien passé? Pas très bien. Ah oui, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il a beaucoup pleuré, il ne dort pas, il n'obéit pas, il ne mange pas. Enfin bref, c'est-à-dire, je suis, c'est-à-dire, il me vide les aspects négatifs comme des tombereaux sur la tête. Alors, je pense qu'en fait, il faut inverser les proportions. Vous avez 8 aspects qui sont négatifs pour 2 positifs. Ce que j'aimerais, c'est que quand ils partent, il y ait 8 aspects positifs et 2 négatifs, s'il faut bien avoir. Voilà. Mais je crois que les gens ne sont pas très optimistes. Ils ne sont pas très. Ils ne prennent pas les choses légèrement, pas assez légèrement. Et les enfants le vivent plus difficilement. Ils ont l'impression, je ne vais pas utiliser des termes à la mode comme harceler, c'est pas peut-être de cet ordre-là, mais bon, je crois qu'il faut être léger, puis prendre les aspects de la vie tels que ça se présente positivement. Bon, c'est pas, voilà, je crois que ça c'est important pour le petit, hein, pour les petits bébés, les enfants aussi. Hein, toujours, il y a une grosse pression qui apparaît, alors dès la naissance, parce que les mamans ne savent pas trop comment faire, mais à l'école aussi. L'école, à la maternelle, c'est l'école dite maternelle, et de moins en moins maternelle, de plus en plus école. Alors ce qui fait que les enfants, les parents ils sont convoqués parce que le petit n'obéit pas, il a 3 ans, il n'obéit pas tout de suite, il ne sait pas tracer les traits, il ne fait pas des ronds, il confond le carré et le rectangle, bon, d'accord. Mais enfin, ça ne me paraît pas quand même très, très grave. Une école maternelle idéale, ça serait quoi pour vous? Aller se balader comme ça, aller se promener dans les champs, apprendre la nature, le ciel, voilà. On apprend des choses, et on a toute la vie pour en apprendre. On se gonfle la tête avec des trucs trop carrés. Mais les enseignants, ils sont obligés, hein. On leur fout des programmes qui sont carrés, énormes, comme des maisons. C'est épouvantable. Hein. Alors ils ont en cours d'acquisition, non acquis, acquis, et vous avez des petits gosses de 4 ans qui sont déjà au rebut. Enfin, c'est terrible, alors qu'ils sont très bons. Moi j'en connais des gosses, ils ne savent pas compter très bien, ils ne sont pas très bons, petits comme ça, mais quand il y a un tracteur qui passe, ils savent qu'il fait 635 chevaux, ou 250, ils ne se trompent pas. Quoi. Voilà. Alors, je crois qu'il faut accueillir les enfants tels qu'ils ne sont pas tous pareils. On n'apprend pas les mêmes choses au même moment et de la même façon. Je crois qu'il faut attendre un petit peu qu'ils mûrissent. Mais c'est vrai, ça, moi je vois tout plein d'enfants qu'on considère comme étant pas scolaires, c'est possible. Les garçons sont peu scolaires, rarement très scolaires. Les fillettes le sont beaucoup mieux. Mais je trouve que par exemple l'école est devenue très, je vais encore me faire taper sur les doigts, mais très féminisante, quoi. Je crois que, je ne veux pas dire qu'elle émascule tous les petits garçons, mais on ne reconnaît pas les qualités d'un garçon alors qu'ils ont d'autres types de qualités qui ne sont pas forcément scolaires. Et quand on reprend un petit peu, quand on reprend les choses autrefois, les tribus, les mères s'occupaient de cueillettes, de culture. Les types, ils partaient avec des arcs, des flèches, et ils revenaient avec des bisons sur le dos.
Et puis quand il y avait une guerre, ils aimaient faire le coup de poing, etc. Donc des types, ils n'ont pas les mêmes qualités que les femmes. Et ça, on retrouve un peu tout ça maintenant. Bon, mais c'est moins admis. C'est beaucoup moins admis. Je crois que maintenant, il faut tous faire pareil. Les garçons, ils s'y font difficilement. On veut homogénéiser un peu les garçons et les filles. Oui, oui. D'ailleurs, vous vous rappelez, là, il y a quelque temps, ils nous ont fait avec des histoires, la guerre des genres, ou la théorie des genres, des trucs comme ça. J'ai suivi ça de très loin parce que ça me barbe. Mais c'est vrai que on veut à tout prix uniformiser les comportements, les modes de découverte et les comportements. C'est pas possible. Enfin, j'ai pas l'impression d'être anormal en disant qu'un garçon c'est pas une fille. Et vice versa. Et au final, nous on se disait avec l'équipe éditoriale de Chipero Televista que vous étiez un peu la personne qui connaissiez plus ou moins le mieux les enfants en Soule, ou certaines générations parfois en Soule. C'est-à-dire que depuis le temps que je sévis, je finis par voir maintenant la deuxième génération. L'autre jour, il y avait un patient, il me dit, mais vous êtes à 3 générations. Il ne faut pas quand même pousser, pas 3 générations, mais 2, oui, tout à fait. Je vois des parents que j'ai connus tout petits, tout petits enfants, quoi. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si je connais les enfants, je les aime bien, avec leurs parents. Oui, puis mes idées ont évolué beaucoup entre ce qu'on apprenait, ce qui était la pédiatrie quand j'avais 25 ans, et qui est devenu la pédiatrie de quand j'en ai 75. Quoi. Donc en fait, c'est pas pareil. Hein. Tout le monde a changé, la pédiatrie a changé, mais moi aussi. Ma vision des choses, je ne sais pas si elle s'est enrichie ou si elle s'est modifiée, enfin tout, voilà. Je crois que je connais les enfants. Oui, j'ai parfois l'impression de ne pas très bien les connaître ou de... j'hésite toujours, quand je vois un enfant, à dire vraiment ce que je crois profondément, parce que je me demande si je ne me trompe pas. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression de ne pas avoir évolué exactement comme a évolué la société ou les demandes de la société vis-à-vis des humains, des enfants, etc. J'ai l'impression que je suis beaucoup moins technicien que j'aurais pu l'être. J'ai l'impression de travailler beaucoup plus aux impressions que j'ai. Et ça, je trouve que par moments, ça me bride un petit peu, parce que j'ai peur, non pas de ne plus être à la mode, je m'en fiche un peu, mais vraiment de me tromper, de ne pas savoir. Alors, je suis un peu entre deux eaux, j'hésite un petit peu, mais bon, je crois quand même que j'ai raison. Je ne sais pas si c'est bien, parce que la vision que j'ai est une vision plus humaniste. Ouais, enfin, je considère que l'enfant, je ne le vois pas par un petit bout de lorgnette, je le vois par rapport à son ensemble, mais son ensemble pas seulement individuel, mais aussi familial, de région, de période de vie. Et je crois que c'est important à mes yeux, c'est important de lui donner toutes ses chances, de le laisser vivre, de le laisser évoluer, de découvrir en lui toutes ses possibilités, accompagné bien sûr par ses parents. Mais je trouve qu'il y a tellement de choses qui sont brimantes, pas seulement pour les enfants, hein, mais pour les gens. Hein. Tout est formaté, carré, Bruxelles, les normes, ça me gonfle, mais alors c'est fantastique, ça
ça me détruit. Et j'ai l'impression que les enfants qui sont élevés dans cette vision des choses, alors les normes, faire tous pareil, pleurer tous au même moment, refuser de bouffer non bio, bon, ouais d'accord, c'est bien de bouffer bio, c'est bien, ouais, mais enfin, on ne va pas non plus se battre toute une vie. De temps en temps, il faut bouffer aussi, alors on fait n'importe quoi. Et puis, en plus, il est très bien aussi de ne pas bouffer tout le temps. Hein. On bouffe trop. Alors, je crois que plutôt que. Alors, si on veut ne pas bouffer mal, et bien, parfois on ne mange pas. Mais voilà, comme ça, on mangera de meilleur appétit plus tard. Je sais pas. Je crois que on est. Je ne sais pas comment dire, je me perds un petit peu, mais je trouve que c'est trop compliqué la vie maintenant. On se pose beaucoup de questions. Et, oh, mais c'est épouvantable. Il faut avoir les chaussures de telle marque, les costumes de telle marque, il faut manger bio, pas trop de bœuf parce que ça donne le cancer. Pas de... Non mais vous rigolez, enfin, c'est épouvantable. Quoi. Enfin, mais bien sûr que ça donne le cancer. Si on mange que du bœuf tous les jours, trop et pendant trop longtemps, on va être mal foutu. Mais bon, il faut manger un peu de tout et pas beaucoup. Enfin, bon, voilà, c'est ça quoi. Hein. Enfin, on est trop gros, on court pas vite, on s'essouffle. Enfin, je sais pas, il y a tout plein de trucs comme ça que je trouve un peu embêtants et qui gênent. D'accord. Et pour terminer, je me demandais, si vous aviez un rêve, quel serait-il? Que les gens soient heureux, tranquilles, le plus possible. En particulier, bien sûr, ma famille. Hein. Mais bon, c'est toujours... Les malheurs vous tombent dessus d'un seul coup. Hein. Alors les rêves, c'est un peu dur. Voilà. Bon. Sinon, les rêves, de finir, de continuer à rouler comme ça, d'être moi content de ce que je fais, content de voir des gens qui sont souriants autour de moi, qui se prennent pas trop la tête, quoi, et qui soient sympas, être sympas les uns avec les autres, tous. Je crois que c'est déjà pas si mal, mais bon, des rêves, après des grands rêves humanitaires, non, je sais pas. En fait, je suis. Hein? C'est pas les Maldives, quoi, vous? Non, du tout. En fait, c'est ici, là, je suis très bien, là. Ici, je suis tout à fait tranquille. Mais c'est vrai. Là, je suis bien. Il y a d'autres endroits aussi où je suis bien, hein. Là, chez moi aussi. Mais ici, oui, c'est très, très bien. J'aime bien y accueillir. Mes enfants aussi, quand ils viennent, ils sont très, très heureux ici. C'est bien. Voilà. Pas d'autres. Voilà, j'espère que ça pourra continuer comme ça. Mais... Ouais. Voilà. On vous sent très attaché à la Soule, mais je crois que les Souletins sont aussi très attachés à vous. Donc vous vous posiez la question tout à l'heure de pourquoi un reportage sur vous, je crois que... Voilà. Je ne sais pas, alors, comme je vous l'avais dit, j'ai toujours peur en acceptant ce petit entretien. J'ai toujours peur, je me dis qu'il y a des gens qui vont dire pour qui il se prend, il a la tête qui a, les chevilles aussi, ça va. Mais c'est vrai, mais ça m'a fait plaisir parce que montrer ce que un pays, une contrée, une famille peut faire des gens, c'est sûrement très 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 important, très important. Maintenant ils partent très loin, mais ici, pas besoin d'aller très loin pour être heureux, quoi. C'est sûr. Et donc je vous demandais par rapport au rôle du père, est-ce qu'il a évolué depuis le début de votre carrière? Est-ce que maintenant les pères s'investissent davantage? Comment ça se passe en fait? Ah oui, il a beaucoup changé. Il a beaucoup changé parce qu'avant, le père ne s'occupait pas du tout des enfants. On lui présentait, c'était pas son boulot. C'est les mères qui s'en occupaient. Les pères, ils bossaient. Alors on présentait le bébé, comme autrefois, vous savez, 19e siècle, milieu bourgeois. Le dimanche, on habille le bébé, belle robe. Le père, devant le rôti de bœuf, fait une bise au bébé et on le ramène à la nurserie. C'était pas tout à fait comme ça, mais le rôle du père a beaucoup, beaucoup changé. Il s'est beaucoup plus réinvesti pour des raisons qui sont sûrement sociales. La mère travaille, le père travaille, donc en fait, on partage le boulot. Je regardais l'autre jour une étude sur le temps passé dans diverses tâches familiales. Les pères, ils n'en font pas tout à fait autant que les mères, mais ils en font quand même pas mal. Il y avait la vaisselle, la lessive, les enfants, la cuisine.
Alors bon, la télévision, les pères, ils restent plus que les mères devant la télévision. Mais en fait, ils travaillent beaucoup plus. Il y a plusieurs choses qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que les pères maternent. C'est-à-dire qu'ils singent les mères. C'est très mauvais. Il ne faut pas que les pères, ils fassent gna 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 comme ça. Les mères, elles ont tout au quart de poids, elles arrangent tout, rien ne manque, il y a les couches propres, il y a le savon, il y a le pyjama, tout ce qu'il faut là. Ils ne tombent pas des escaliers, quand on les lave, ils sont bien, l'eau est chaude, pile poil comme il faut. Avec les mecs, c'est très très différent. Mais il faut justement conserver cette différence. Il faut que les pères paternent, c'est-à-dire qu'ils soient mauvais. Ça n'a aucune importance. Je crois qu'un père, ce n'est pas une mère. Donc l'enfant, il va être sexé par ce qu'il sent, qu'il ressent et qu'il voit. Avec une mère, il n'a aucun risque. Il ne lui arrivera rien. Les mères sont toujours parfaites. Les pères sont toujours imparfaits. Et ça, c'est bien. Lorsque vous baignez un bébé, le bébé, quand c'est la mère qui baigne, il est sûr qu'il ne se passera rien. Quand c'est le père, il se méfie. Parce qu'il va prendre le bouillon. Il va échapper aux mains maladroites de son papa, qui va se faire engueuler par sa femme. Mais ce n'est pas grave. C'est aucune importance. Parce que les bébés, ils s'amusent bien. Les mères, hein, elles vivent dans l'instant, elles prévoient tout dans l'instant. Un père, il ne prévoit rien dans l'instant. Lui, il prévoit dans l'avenir. Et quand il fait sauter un petit bébé en l'air, c'est parce qu'en fait, il imagine qu'il sera un jour aviateur ou cosmonaute. Il lui fait faire des choses toujours extravagantes, et c'est ça qui est bien. Je crois qu'il faut à tout prix que les pères vivent comme des mecs, j'allais dire. Oui, ça fait un peu sexiste, pas très bien. Il faut qu'ils vivent tels qu'ils sont, qu'ils soient plus rudes, qu'ils aient des gestes plus maladroits, plus forts, une grosse voix, qu'ils rient aux éclats quand il se met par terre, qu'il ne soit pas en colère quand il a mis la crème par terre. Voilà. Je crois que les mères, elles sont très propres, très bien. Elles apprennent la continuité à leur enfant, la précision, la douceur, tout ça. Les pères, non. Mais il faut qu'ils apprennent à s'assumer tels qu'ils sont. Et il ne faut pas les engueuler parce qu'ils sont maladroits, parce qu'ils font attention à rien. Moi, je connais beaucoup de pères. Il y a pas mal de pères qui arrêtent de travailler parce que leurs femmes ont un meilleur boulot qu'eux. Donc, ils restent à la maison. Les enfants sont très bien élevés. Ils bossent. Parce qu'ils font participer au travail. Ils oublient de manger parfois. Et quand c'est un peu tard, au lieu de faire un repas, ils prennent un sandwich. Bon, ben, c'est pas grave. Hein. Ils sont en très bonne santé quand même. Et je crois qu'il faut admettre que les pères ne sont pas des mamans. Et voilà, et il faut le vivre comme ça. Ça me paraît, à moi, très très important. Que les pères s'assument tels qu'ils sont, oui, sûrement. Mais du coup, la mère n'est pas tenue d'être parfaite non plus. Non, pas du tout. Voilà. Je crois qu'il faut... C'est toujours pareil. Je crois qu'on est des êtres humains avec nos défauts, nos manques, on fait des erreurs. Bon, ben, c'est comme ça, quoi. Enfin, je crois qu'il faut admettre... Moi, du moins, je l'ai admis, pour moi, ça me dédouane qu'on n'est pas parfait, qu'on ne fait pas tout très bien. Bon, tant qu'on ne tue pas trop de gens, tant qu'on ne fait pas trop d'erreurs, bon, ça va. Donc la mère, elle voit un petit bébé à câliner, Oui. Et le papa, il voit l'aviateur. Oui, ça. Le pilote de rallye. Ici, l'autre jour, j'étais me promener avec un petit garçon d'ici. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux faire plus tard Qu'est-ce que tu veux faire? Quel est ton avenir? Pilote de rallye. Bon, tu veux être pilote de rallye, mais quoi encore? Tu ne veux pas faire un autre métier comme ça? Alors, il m'en a dit, j'ai oublié ce que c'était. Et j'ai dit, et où est-ce que tu vas exercer? À Tardets. Donc, il n'était pas parti trop loin quand même. Voilà, mais je crois que c'est important, oui, que les pères ils soient eux-mêmes. Voilà, je crois que c'est très très bien. Mais aussi, les pères, il faut leur donner confiance dans ce qu'ils font. Parce que moi j'ai vu, il y a toute une période, il y a encore,
où ils essaient de faire comme les mamans, Mhm. mais ils font pas du tout comme les papas. C'est pas, ça va. Il faut être tel qu'ils sont. Et donc, du C'est coup, vrai. qu'est-ce qui vous a amené à la pédiatrie? D'abord à la médecine, Ouais. c'était pour revenir ici à Tardès. Ouais. C'était pour revenir à Tardès, pour être médecin généraliste. Et alors, quand j'étais tout petit, c'était pour être en plus conseiller général. Conseiller général à Tardets, Oui, plus de à médecins. Tardès, oui. Moi, je trouvais que c'était... Enfin, j'écoutais comme ça. Mais c'est vrai, je pensais que c'était une façon complète d'aider les gens. La santé et le bien-être. Le bien-être, j'allais dire, dans le pays, comme ça, je m'étais dit que c'était une bonne façon de gérer aussi d'une autre façon un petit coin, un petit pays comme ça. Mais c'est vrai qu'enfant, j'avais toujours des idées et, particulières. Je disais ça, la médecine, j'y suis arrivé comme ça. Et puis après avoir torturé mon ours, je l'ai opéré de multiples fois, je l'ai réparé. L'ours, les gens, la santé, soigner la famille bien sûr, et puis après là, faire le conseiller général. Puis après la pédiatrie, ça a été beaucoup plus tard. Mais j'y ai pensé beaucoup plus tard parce que je suis tombé sur des gens qui m'ont beaucoup plu, mais c'était pas forcément la pédiatrie des enfants. Hein. Pas vraiment, c'est venu après. C'était soigner et s'occuper des autres, quoi, un peu. Ah oui. Puis les enfants, c'était une époque où on s'en occupait, enfin, c'est pas comme maintenant. Maintenant, c'est une pédiatrie très, très préventive, la médecine a beaucoup changé, mais ça c'est très net. Hein. Il y a des gros centres qui s'occupent des pathologies, Bayonne, Pau, Dax, plus au nord. Et après, au milieu, il y a les pédiatres généralistes, les liens. On fait de la prévention, qui est une prévention physique, mais aussi prévention comportementale, scolaire, de phonologie, enfin de lexie, orthographie, tout ce que vous voulez, tout ce qui est comme ça, mais qui sont des pathologies dont on s'occupe maintenant, on s'en occupait pas du tout avant. Bien sûr. Donc ça a évolué, la pédiatrie a évolué, votre travail a évolué. Beaucoup. Et je trouve qu'en fait, maintenant, ça m'intéresse beaucoup aussi, mais c'est très différent de ce que j'ai appris, de ce que j'ai exercé et de ce qui me reste maintenant. Mais bon, ça me va très bien. Hein. Et du coup, alors, vous ne regrettez pas de ne pas avoir été conseiller général? Non. Non, pas vraiment. Non, je trouve que ça aussi, ça a beaucoup changé. Mais non, pas du tout. Non, je me trouve très très bien avec les gens. Je me rappelle lorsqu'on avait inauguré le service de pédiatrie. Parce que quand j'arrivais à Orthès, le service de pédiatrie n'existait pas, on l'avait créé, et c'était avant un hospice. Et il venait d'être créé un service d'obstétrique. C'est-à-dire qu'il y avait des fonds qui avaient été donnés pour réhabiliter l'hospice et en faire quelque chose de beaucoup plus moderne. Donc à ce moment-là, on avait décidé, enfin, le directeur à cette époque avait décidé de faire appel à un cardiologue, à un obstétricien, et après, alors il y avait des généralistes qui avaient des services de médecine plus active, et ils avaient décidé donc de diversifier un petit peu. Donc ils avaient créé un service d'hospice à orientation cardiologique, d'hospice à orientation gynéco-obstétricale, et un service d'hospice à orientation pédiatrique. Alors, c'est un peu particulier. Et donc on avait créé, et le préfet était venu inaugurer tous ces services. Et donc le directeur et tous les médecins importants de l'hôpital entouraient le préfet, et moi, on m'avait confié Madame la préfète. Et donc, elle était très gentille, très mignonne, et elle m'avait dit, oh, qu'est-ce que vous devez aimer les enfants? Alors j'avais dit, non, je n'aime pas les enfants. Ah bon? C'est surprise. Et non, j'ai dit, c'est mon rôle, c'est pas de les aimer, les parents les aiment. Moi, je suis là pour aider les parents.
à les aimer mieux, mais ce n'est pas mon rôle d'aimer les enfants. On avait été un peu surpris. Enfin, on avait poursuivi la visite, mais je me rappelle, ça avait été un moment de surprise de la part de Madame la préfète. Je lui avais dit ça, oui. C'est marrant. Donc après, après je suis resté là. Quand même. Mais je m'étais installé à Orthez, après avoir hésité très longtemps, à m'installer très longtemps. Non, pas en fait, pas très longtemps. À Mende, c'est en Ardèche, je crois, par là. À Auch, c'est en Gers, parce qu'en fait, il n'y avait pas de pédiatre. Et je pensais que c'était des endroits où on pouvait faire des trucs et pas trop travailler. Je n'avais pas envie de trop travailler. Et bon, après, je m'étais dit, c'est quand même très très loin de chez moi. Donc j'avais choisi Orthez et les copains m'avaient dit, Orthez, c'est petit, c'est inhabituel de s'installer pédiatre là. On me dit, je vais voir. Voilà, c'est comme ça que j'ai atterri là. Mais pour me rapprocher en fait d'ici, ce coin qui m'a toujours, qui a fait de moi sûrement ce que je suis un peu. Parce que je me dis toujours que j'ai une enfance très heureuse. C'est clair. Une enfance qui a été faite par mes parents, par ma famille, par mon village, par l'école du village, qui est très importante pour moi, et la contrée d'où je suis. Vraiment, je suis issu, je suis fait de tout ça, quoi. Et en fait, je trouve, peut-être que la pédiatrie m'a appris à voir ça. En fait, je crois que lorsqu'on devient grand, pas grand ou adulte ou vieux peut-être aussi, ce qui est très important, c'est d'être fidèle à l'enfant qu'on a été. Là, je crois que c'est important. Et je crois que ça, c'est quelque chose que j'essayais toujours. J'avais toujours l'impression de me dédoubler par moments. Quand je faisais quelque chose, je disais à ma femme et mes enfants, j'ai toujours l'impression qu'il y a là en haut de l'armoire, moi petit, qui est assis et qui me regarde. Ah ouais. Et qui me dit, là tu fais le zèbre, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand vous dites il faut être fidèle à l'enfant qu'on a été, c'est être fidèle à ses racines, c'est quoi ça? Ça veut dire quoi exactement? Mes racines, oui sûrement, mais fidèle à ce qu'on m'a inculqué, lorsqu'on nous a inculqué, ce qu'on a fait de nous, ce que nous on a perçu de ce qu'on nous a transmis et qui nous reste très profondément ancré. On ne s'en rend pas compte. Hein. C'est un peu comme en fait une maison où il y a des fondations, bon, on ne les voit pas les fondations. Et pourtant la maison est très solide parce qu'il y a des bonnes fondations. Et je crois que l'enfance c'est ça. Les parents, ils fabriquent des fondations et ils construisent un enfant là-dessus. Alors je crois que ça c'est très important. Alors je dis toujours que les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les 3 premiers mois sont très importants dans la vie d'un enfant. Après aussi le reste. Mais je pense qu'il se joue beaucoup de choses très très tôt. Je pense que les toutes premières années, les premiers moments, les premiers émois, les premières communications sont très très importantes. Vraiment. Ça, je crois que c'est... Je le dis toujours aux jeunes parents, je ne sais pas toujours, très souvent, hein, je leur explique ce que c'est un enfant. Parce que très souvent, ils ne savent plus. Ils ne savent plus du tout ce que c'est. Parce qu'en fait, ils n'ont pas... Les familles ont changé. Moi, quand je disais tout à l'heure, il y a mes parents, mais il y a ma famille. Parce qu'on était toujours 10 à table. Les grands-parents, tout le monde. Il y avait les grands-parents. La sœur de ma grand-mère, le frère de ma grand-mère, il y avait ma tante, mon autre grand-mère. Enfin, vraiment, il y avait toujours beaucoup de monde. Hein. Et je crois qu'en fait, ça, c'est maintenant, ça a disparu. Maintenant, vous êtes dans un appartement en ville, il y a le père qui est au boulot, la mère qui est au boulot, enfin, la crèche qui prend l'enfant, et puis point barre. Et souvent, un jeune couple, quand il a un enfant, et ça lui tombe dessus, c'est vite fait d'en fabriquer un, mais après, c'est une autre affaire que de l'élever, de l'accueillir, etc. Donc, ils ne savent plus trop. Mais c'est vrai que quand on est jeune parent, qu'on accueille un premier nouveau-né, on est un peu perdu. Tout à fait. Alors mais c'est pour ça. Avant, on était perdu, mais il y avait toujours quelqu'un qui vous remettait sur la voie.
Et lorsqu'on ne savait plus faire, il y avait la grand-mère, il y avait la tante, il y avait tout plein de monde. C'était pas peut-être fantastique comme conseil, mais enfin, c'était toujours... On se sentait épaulé. Tandis que là, maintenant, voilà, 38, une jeune maman panique parce qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc en fait, il faut être... C'est-à-dire, les familles ont changé. Elles sont très isolées. C'est les familles qu'on appelle nucléaires, c'est-à-dire il y a le père, la mère, l'enfant, point barre. Il n'y a plus personne après. Donc c'est vrai que c'est plus difficile à vivre et je crois que les conseils qu'on peut donner sont très importants. Et savoir que le pleur d'un enfant a beaucoup de signification, que son regard est important, que aussi quelque chose que les mères ont perdu l'habitude c'est-à-dire de sentir, ce sont leurs propres capacités. Elles n'y croient pas du tout. Et en fait, il faut leur redonner confiance dans ces capacités qu'elles ont peut-être enfouies, qu'elles ont ou négligées, ou niées, ou elles n'y pensent pas. Et il faut leur dire que ce qu'elles font, c'est bien. Mais qu'il faut qu'elles croient dans ce qu'elles font. Ça, je crois que c'est important.